Le travail que je vais vous présenter, en fin de compte, sur la maîtrise de la structure des lipides à partir des connaissances des voies de biosynthèse chez différents micro-organismes. Pour faire plus court, en fin de compte, je vais essayer de vous parler de l'obésité chez la levure et comment on peut en tirer parti. Ce travail est réalisé dans l'équipe biologie intégrative du métabolisme lipidique dans l'Institut Michaelis, l'Institut INRA à Jouy-en-Josas. Comme vous le savez, en fin de compte, on a une forte augmentation du cours du pétrole et une forte augmentation aussi de la consommation du pétrole. Et actuellement, les réserves prouvées estimées sont entre 1000 à 2000 milliards de barils, ce qui représente à peu près l'équivalent de 30 à 60 années de consommation. Donc pour certaines applications, il faut absolument qu'on puisse trouver des alternatives au pétrole. Actuellement, pour la production d'essence, en fin de compte, on rajoute dans l'essence du bioéthanol. Pour le diesel, pour les voitures à diesel, en fin de compte, on rajoute des esters méthyliques et c'est produit à partir d'huile de palme, l'huile de tournesol ou l'huile de colza. Lorsque pour une tonne de triglycérides, on rajoute 100 kg de méthanol, on obtient du glycérol et des esters méthyliques. Donc actuellement, les esters méthyliques sont rajoutés dans le diesel à raison de 7%. La réglementation européenne va essayer d'augmenter encore ce pourcentage. Donc en fin de compte, les huiles ont une application dans l'énergie, on les utilise aussi en chimie, mais ça rentre en compétition quand même avec l'alimentation. Et donc il faut essayer de trouver d'autres sources de lipides qui ne soient pas en concurrence avec l'alimentation. Donc l'objectif et notre défi, c'est de développer d'autres sources de production de lipides ou de dérivés de lipides, et je rentrerai dans les détails un peu plus tard, pour la chimie blanche. Et donc avec les deux a priori, que ce ne soit pas issu du pétrole, donc pas pétro-sourcé, et qui ne soit pas en compétition avec l'alimentation. Donc, ce que nous souhaitons faire, c'est utiliser, au lieu de prendre des huiles de tournesol pour faire des applications en chimie blanche, on va essayer d'utiliser des micro-organismes. Donc actuellement, vous savez qu'avec des micro-organismes, on peut, à partir du maïs, faire du bioéthanol ou à partir de la canne à sucre. Et nous, c'est plutôt pour la partie lipidique. On va essayer soit des déchets lipidiques comme les huiles de friture ou les sous-produits qu'est le glycérol de l'industrie du biodiesel. Et si on peut jusqu'à la fin, c'est-à-dire utiliser le carbone renouvelable, que ce soit le carbone de l'hémicellulose ou de la lignocellulose, c'est-à-dire le carbone du bois. Et par bioconversion, ce que nous souhaitons, c'est pouvoir faire soit des biocarburants, soit des bioplastiques, et dans ces cas-là, c'est des bioplastiques dégradables. Et donc, ça lève le problème des plastiques pétro-sourcés qui ne sont pas dégradables. Et aussi pour avoir la production d'acides gras spécifiques que l'on peut utiliser dans les détergents et dans plusieurs applications industrielles. Donc, comme vous le savez, tous les organismes sont capables d'accumuler des lipides. Donc l'homme, dans certaines conditions environnementales, est capable d'accumuler des grandes quantités de lipides, c'est l'obésité. Les plantes aussi accumulent des lipides, ce qu'on appelle les plantes oléagineuses. En général, ça représente à peu près 40 à 50% du poids sec de la graine ou du fruit. Donc on a certains micro-organismes, notamment les levures, qu'on appelle des organismes oléagineux, c'est-à-dire des organismes qui sont capables d'accumuler plus de 20% de lipides. Et ce n'est pas un caractère que toutes les levures ont, puisqu'à peu près sur 600 levures caractérisées, il y en a à peu près qu'une dizaine qui sont capables d'accumuler des lipides. Chez les bactéries, ce n'est pas tout à fait le même système. Donc sur les trois premiers organismes, c'est sous forme de triglycérides qu'on accumule les lipides, alors que chez les bactéries, c'est sous forme de wax ester ou de polyhydroxyalcanoate. Donc parmi les levures oléagineuses, nous nous intéressons aux basidiomycètes,
à la levure Rhodotorula glutinis, qui a une très forte capacité d'accumuler, au-dessus de 70% de lipides. Donc c'est plus la quantité de lipides dans la levure est plus importante que chez les plantes. Et parmi les ascomycètes et surtout les hémiascomycètes, nous avons l'hypomycète qui accumule autour de 70%. Et on a la levure Yarovia lipolytica qui accumule autour de 40% de lipides. Alors pourquoi nous nous intéressons plus particulièrement à Yarovia lipolytica? C'est que cette levure, son génome a été complètement séquencé, que c'est une levure modèle qui est utilisée depuis plusieurs années et que de nombreux outils génétiques sont disponibles pour faire de l'ingénierie métabolique, qu'on ait possibilité de faire de l'analyse transcriptomique puisque des puces à ADN ont été développées pour ce micro-organisme. Et donc, du point de vue caractère de cette levure, elle est capable d'utiliser très efficacement les substrats hydrophobes, donc tous les substrats qui sont non miscibles, et je vous en parlerai tout à l'heure, donc c'est-à-dire les alcanes, les huiles, les acides gras qui font des émulsions. Donc ce n'est pas comme un sucre qui est soluble dans l'eau, mais ça fait une émulsion comme la mayonnaise. Et bien sûr, son caractère oléagineux, puisqu'elle est capable d'accumuler des lipides dans certaines conditions. Donc, comme je viens de vous le dire, en fin de compte, les levures oléagineuses sont capables d'accumuler des quantités de lipides différents, donc en fonction du poids sec. Vous voyez que ça va de 72% à 36% pour Yarovia lipolytica. Mais elles diffèrent aussi par leur profil lipidique. C'est majoritairement l'acide palmitique, c'est 16,0, l'acide oléique et l'acide linoléique. Mais les pourcentages peuvent varier. Donc vous voyez que l'hypomycète, c'est principalement de l'acide oléique. Rhodotorula est riche en acide palmitique et Yarovia est riche en acide linoléique. On peut facilement visualiser l'accumulation de lipides simplement au microscope. Vous pouvez observer les levures et on voit des petits points. Et en fin de compte, ces petits points, qui sont en fonction du réglage du microscope, vont être noirs ou très blancs. Et c'est ça s'appelle des corps lipidiques. C'est là-dedans qu'est stocké les lipides. Donc les corps lipidiques sont des petites gouttelettes un compartiment cellulaire qui a une monocouche de phospholipides dans lequel on a des protéines. Et à l'intérieur, on trouve des triglycérides, donc un acide gras, un glycérol avec 3 acides gras de structures différentes, où on a aussi des esters de stérol. Chez Yarovia lipolytica, les esters de stérol représentent 5%, les TAG 95%, alors que chez la levure non oléagineuse Saccharomyces cerevisiae, c'est à peu près 50-50. Yarovia se particularise aussi parce qu'elle est capable aussi d'accumuler des acides gras libres à un niveau assez important, alors que normalement les levures sont considérées comme... Les acides gras libres sont considérés comme toxiques pour les cellules. Donc en fin de compte, nous, ce qu'on a essayé de comprendre, c'est par une approche de biologie systémique, de comprendre pourquoi une levure est oléagineuse, et en utilisant toutes les étapes de la biologie systémique qui sont disponibles. Donc en comparant les génomes, en faisant une analyse transcriptomique dans différentes conditions de non-accumulation ou conditions d'accumulation de lipides, en faisant des études de protéomique pour bien identifier les enzymes potentiellement impliquées dans cette voie, en regardant les flux métaboliques dans la cellule, dans les différentes conditions ou dans les différentes souches. Et ce qu'on souhaite pouvoir construire, c'est un modèle de flux pour pouvoir modéliser tout l'ensemble du métabolisme lipidique. Donc notre modèle, c'est la levure Yarovia lipolytica. C'est une levure dimorphique, donc qui est capable de pousser sous forme filamenteuse ou sous forme de levure. Comme je vous l'ai dit tout à l'heure, son génome est complètement séquencé grâce au consortium Génolevure en 2004.
Et on a une base de données qui est accessible, son génome, où on peut identifier les gènes, les parties codantes et la protéine et les annotations affiliées. Donc cette levure a été bien caractérisée par M. Yarov, c'est pour ça son nom, Yarovia, et elle est capable d'utiliser, de lyser les lipides, hein, donc lipolytique, hein, donc dégrade les lipides. Et ça, vous pouvez le visualiser facilement sur cette boîte-là. Dans la boîte, en fin de compte, on a fait une émulsion d'huile de tributyrine, donc, on ferait une émulsion d'huile d'olive, ça reviendrait à la même chose. Et on voit l'hydrolyse de l'huile autour des colonies de levure par le halo d'hydrolyse grâce à la sécrétion de lipase. Donc, une des questions fondamentales qu'on avait, c'est comment un organisme arrive à pousser sur un substrat qui n'est pas miscible. Parce que c'est quand même un fait important, c'est-à-dire que lorsque vous avez du glucose, ça peut diffuser, du glycérol, mais une huile, c'est quand même une émulsion. Donc ou l'alcane, c'est une émulsion. Comment la levure va s'adapter pour utiliser ce genre de substrat? Et là, vous voyez, c'est Yarovia lipolytica qui pousse sur glucose. Donc sur glucose, vous avez une surface très lisse. Par contre, lorsqu'on la met sur acide oléique, vous voyez, la surface, elle a complètement changé. On observe les gouttelettes d'huile et si on regarde en fonction du temps, on peut observer que la taille des gouttelettes diminue au cours du temps. Donc elle est capable de sécréter un liposant, un surfactant, qui va permettre de faire une émulsion plus fine et du coup d'avoir plus de gouttelettes lipidiques à la surface. Et ce qu'on voit aussi, c'est montré par la flèche bleue, on a des petites spots blancs, châtres, qu'on appelle protrusions. Et en fin de compte, à quoi servent ces protrusions? Donc là, vous voyez bien les gouttelettes d'huile qui sont plus grosses et les petites protrusions par microscopie électronique. Donc là, vous voyez un détail des petites protrusions à la surface des cellules. Et lorsqu'on fait des coupes en transmission, qu'est-ce qu'on peut observer? Là, on a coloré en noir les lipides. Donc on voit bien la gouttelette lipidique qui est, en fin de compte, posée sur la protrusion. Et donc, en fin de compte, là, c'est une protrusion libre. C'est le système de réponse, c'est qu'elle a mis un système de production de protrusion à la surface des cellules pour mieux fixer les gouttelettes lipidiques. Et du coup, mieux favoriser le transport de ces substrats à l'intérieur de la cellule. Donc, on a aussi l'approche protéomique qu'on peut utiliser donc, pour compléter notre connaissance du métabolisme lipidique. Donc là, on regarde l'accumulation de lipides en fonction du temps, donc à 4 heures, à 6 heures, à 12 heures. Donc on voit que la cellule remplit sa cellule de lipides. Et donc on a purifié les corps lipidiques à homogénéité et on a pu déterminer le set de protéines qui est à la surface des corps lipidiques pour essayer d'identifier les protéines impliquées soit dans le stockage, soit dans la synthèse des triglycérides. Et donc actuellement, on a effectivement la liste de plein de protéines qui sont à la surface des corps lipidiques. Alors je voudrais aussi vous montrer un petit peu la relation entre la bêta-oxydation, donc c'est-à-dire la bêta-oxydation, c'est la voie de dégradation des acides gras, hein, et l'obésité. En fin de compte, la bêta-oxydation, vous avez 3 réactions. Il y a 3 gènes, donc les gènes POX qui codent pour des acyl-CoA oxydases. La deuxième, c'est l'enzyme multifonctionnelle. Et la troisième, c'est la thiolase qui va permettre de dégrader l'acide gras de 2 carbones à chaque fois. Donc vous partez à un C18, un C16 et vous pouvez dégrader. Donc dans sa première étape de la bêta-oxydation, c'est codé par des acyl-CoA oxydases. La particularité d'Yarovia lipolytica, c'est qu'elle a 6 gènes codant pour des acyl-CoA oxydases. Chez l'homme, il y en a 2. Et chez la levure cerevisier, il n'y en a qu'une seule. Et en fin de compte, si on analyse l'activité acyl-CoA oxydase, on a des différences de fonction des différents gènes. Même s'ils sont très proches, on a des fonctions différentes. Donc là, dans ce schéma, j'ai représenté la largeur de la flèche montre l'intensité de l'activité acyl-CoA oxydase pour chaque gène, et la longueur de la chaîne montre la spécificité en fonction de la longueur de l'acide gras.
Donc vous voyez que POX2 est spécifique surtout pour les acides gras à chaîne longue. POX3 a beaucoup d'activité pour les acides gras à chaîne courte. POX4 n'a peu de spécificité et peu d'activité. POX5 a un peu plus d'activité. POX6 et 7, ce n'est pas pour les acides gras, mais c'est pour les acides dicarboxyliques. Mais ces deux gènes-là, non seulement ils n'ont pas beaucoup d'activité, mais ils jouent aussi sur le développement et la multiplication des peroxysomes, en fin de compte, et la division. Lorsqu'on fait des mutants pour POX4 et POX5, on a des peroxysomes géants. Donc on a confirmé l'activité en exprimant les protéines chez coli. Donc on voit bien qu'il y a une spécificité pour les longues chaînes ou pour les courtes chaînes pour POX3 et POX2. Donc on a une spécificité des deux protéines majoritaires codant pour une activité acide-CoA-oxydase, POX2 pour les chaînes longues et POX3 pour chaînes courtes. Ça c'est bien important. Et si on délète ces 4 gènes, la souche n'est plus capable de pousser sur acide oléique, elle n'est plus capable de dégrader les acides gras. Donc, une souche qui a tous les gènes, elle est capable d'accumuler, donc vous voyez les corps lipidiques colorés en noir, elle est capable d'accumuler à peu près 14% d'acides gras, et principalement sous forme d'acides gras, sous forme de triglycérides, puisque le rapport acide gras, triglycérides, acide gras libre est de 2,4. Lorsqu'on a délété 3 gènes, le 2, 3, 5, c'est-à-dire qu'il ne reste plus que le 1, 4 et le 6, qu'est-ce qu'on obtient? On obtient Astérix, des souches maigres qui ne sont plus capables d'accumuler des lipides. Donc, même s'il y a plein de lipides à l'extérieur, elle n'accumule plus de lipides à l'intérieur. Donc, vous voyez, l'accumulation de lipides, c'est plus que 0,4%. Et le rapport triglycérides sur acide gras libre, il est de 0,5, donc elle a très peu de triglycérides accumulés. Alors, si dans cette souche-là, qui n'est pas capable d'accumuler des lipides, si on remet l'acide CoA-oxydase qui code pour les chaînes courtes, on n'a pas de changement. C'est exactement la même chose. Par contre, si on remet l'acide CoA-oxydase pour les chaînes longues, eh ben on obtient Obélix. On obtient des souches qui sont capables d'accumuler énormément de lipides. Et on peut bien voir, vous voyez, le corps lipidique remplit presque toute la cellule. On a une accumulation de 40%, même dans des conditions où on n'accumule pas beaucoup, puisque normalement on accumule 15% dans ces conditions-là. Et on a beaucoup de triglycérides, puisque le rapport triglycérides sur acide gras libre est de 3,5. Donc vous voyez que même simplement la bêta-oxydation va réguler complètement l'accumulation de lipides dans la cellule. Donc je vais essayer de vous montrer qu'en fin de compte, il y a une grande interrelation entre entrée, synthèse, dégradation d'un côté, et stockage et remobilisation. Parce que bien sûr, la levure elle est capable de stocker, mais elle est aussi capable dans certaines conditions de réutiliser les lipides qu'elle a stockés. Et donc, à partir du glucose, en fin de compte, vous pouvez aller avoir vers la navette du glycérol. Donc là, ça c'est important parce que le glycérol 3-phosphate, c'est le squelette du triglycéride. Donc, d'un côté, vous avez le glycérol, et de l'autre côté, vous avez besoin d'acide CoA, c'est-à-dire l'acide gras que l'on va brancher sur le glycérol pour faire le triglycéride. Donc vous avez besoin, pour faire des triglycérides, de glycérol 3-phosphate et d'acide CoA. Donc pour la voie de synthèse de l'acétyl-CoA, en fin de compte, on a le citrate qui est transformé par l'ATP-citrate liase, qui est codé par 2 sous-unités chez la levure et par une seule sous-unité chez l'homme, qui va nous donner de l'acétyl-CoA. Ces deux gènes-là sont absents chez la levure Saccharomyces cerevisiae, qui est une levure non oléagineuse. Donc, puis après, on a l'acyle-CoA carboxylase qui va vous permettre de synthétiser le manolyl-CoA. Et donc, par une chaîne successive d'addition d'acétyl-CoA, on va avoir synthèse de l'acide gras, donc C4, C6, C8 et ainsi de suite. On va monter.
Et ça, c'est réalisé par la fatty acid synthase biosynthétique complexe, qui est composée de plusieurs unités, de plusieurs protéines. Donc, l'acide gras, comme je vous ai dit, en fin de compte, il est synthétisé, mais il peut rentrer dans la bêta-oxydation, hein, les gènes POX, MFE et thiolase, donc il va le dégrader, raccourcir de carbone. Mais il peut rentrer aussi vers la voie de synthèse des lipides. Donc, on a un glycérol 3-phosphate. Sous l'action du gène SCT1, on va faire l'isophosphatidylacide, qui, en fin de compte, un acide gras va être transféré sur le squelette de glycérol phosphate. Avec le gène SLC1, on va mettre un deuxième acide gras sur le squelette de glycérol. Après, on a une phosphatase qui va enlever le phosphate et on obtient le diacylglycérol. Donc, un glycérol avec deux acides gras. Et après, la dernière étape, on va avoir l'addition d'un troisième acide gras pour faire le triglycéride. Et donc, cet acide gras peut venir soit d'un phospholipide sous l'action du gène LRO1, soit sous l'action de deux autres acyltransférases, dont acyl-CoA acyltransférase spécifique, donc DGA1 et DGA2. Une fois que le TAG est synthétisé, on peut dans certains cas le remobiliser pour donner du glycérol et un acide gras libre sous l'action des gènes TGL3 et TGL4. Je vous rappelle qu'en fin de compte, lorsqu'on a réalisé l'analyse protéomique des corps lipidiques, on avait identifié un set de gènes qui étaient à la surface des corps lipidiques. Et bien, tous les gènes là qui sont entourés en rouge, on les a retrouvés dans l'analyse protéomique. Donc ça veut bien dire que la machinerie de synthèse des triglycérides est bien à la surface des corps lipidiques. Donc, je vais vous montrer qu'en fait, il y a des étapes clés. Je vous ai parlé tout à l'heure qu'il y avait une étape clé, c'était la bêta-oxydation pour l'accumulation et l'obésité. En fin de compte, cette étape-là aussi, le passage du DAG au TAG, est aussi une étape clé. Donc là, c'est l'observation des levures avec un petit peu d'accumulation de lipides. Si on délète ARE1, qui est la stérolacyltransférase, on a un petit peu une diminution de l'accumulation de lipides, mais pas énormément. Si on délète DGA2, on a une modification de l'accumulation et de la taille des corps lipidiques. Vous voyez, les corps lipidiques sont beaucoup plus gros. Et si on délète les trois acyltransférases plus aussi la stérolacyltransférase, on n'a plus du tout d'accumulation. Donc, c'est vraiment une étape clé. C'est-à-dire que même si on bloque complètement cette étape, on ne voit même pas l'accumulation de monoglycérides, de diglycérides et tout. Donc, on a une inhibition de la voie de synthèse et d'accumulation de lipides. Donc, c'est encore une deuxième étape clé dans la synthèse des triglycérides par la levure. L'étape DAG-TAG, où LRO1, qui est une phosphacyltransférase, a un rôle faible dans la synthèse des TAG. DGA1, qui est une acyltransférase de la famille DGAT2, qu'on retrouve chez tous les micro-organismes, a une activité faible aussi. Et il y a une activité DGAT2 chez Yarovia lipolytica, donc levure oléagineuse, qu'on ne retrouve pas chez Cerevisiae, qui est une levure non oléagineuse. Donc cette étape-là est absente. Donc on avait l'étape ATP-citrate-lyase qui est absente chez la levure non oléagineuse, et on a celle-ci qui est en fin de compte de la famille des GAT1, qu'on retrouve aussi bien chez l'homme et chez les plantes. Donc il y a deux étapes enzymatiques qu'on n'a pas chez une levure qui n'est pas oléagineuse et qu'on retrouve chez les levures oléagineuses. Donc, est-ce qu'on peut... donc là, je vous ai parlé un petit peu de l'acide gras, et soit on peut la dégrader, soit on peut l'incorporer sur les acides gras, le glycérol. Là, je vais vous parler de l'importance du pool du glycérol 3-phosphate. Donc, c'est l'autre squelette pour les triglycérides.
Donc vous voyez qu'en fin de compte, on a une activité enzymatique à cette étape-là, qui est la transformation du DHAP vers le glycérol 3-phosphate, qui est réalisée par la glycérol 3-phosphate déshydrogénase. Donc il y a une activité qui marche dans ce sens-là, qui est codée par le gène GUT2, et on a une activité qui, dans ce sens-là, qui marche dans l'autre sens pour la synthèse du glycérol 3-phosphate. Donc on s'est dit, on va essayer d'augmenter le pool de glycérol 3-phosphate pour augmenter l'accumulation. Donc on va déléter ce gène-là pour augmenter le pool de glycérol 3-phosphate. Et qu'est-ce qu'on voit? Effectivement, on a pu augmenter la quantité de corps lipidique et l'augmentation de l'accumulation de triglycérides. Donc ce qu'on a regardé après, c'est est-ce que si on augmente le pool de glycérol phosphate et aussi on augmente le pool d'acétyl-CoA en empêchant l'accumulation, la dégradation, la bêta-oxydation, puisque je vous ai montré tout à l'heure qu'il y avait un lien entre la bêta-oxydation et l'accumulation, et bien effectivement aussi, on a pu booster encore plus l'accumulation de lipides. Et donc vous voyez l'énorme corps lipidique dans la cellule. Donc on a voulu compléter aussi sur le gène GPD1 qui code pour la glycérol phosphate, mais qui va dans le sens de la synthèse. Donc, on a voulu comparer un peu la navette du glycérol chez une levure non oléagineuse et chez une levure oléagineuse. Donc, chez Saccharomyces cerevisiae, donc vous avez le gène GUT2 pour la dégradation du glycérol 3-phosphate. Vous avez deux gènes GPD1 et GPD2 pour la synthèse. Vous avez une navette du glycérol par glycérol kinase qui va donner le glycérol phosphate. Mais celui-là aussi peut aller dans l'autre sens, c'est-à-dire on peut enlever le phosphate pour faire du glycérol. Donc, dans certaines conditions, Cerevisiae est capable d'accumuler des grandes quantités de glycérol dans le milieu. Et vous avez la navette du côté glycérol kinase et glycérol déshydrogénase via la voie de DHAP. Si chez Cerevisiae, vous inactivez le gène GUT2 ou vous surexprimez le gène GPD1 ou GPD2, qu'est-ce qu'on obtient? Le flux va dans ce sens-là et en fin de compte, on obtient beaucoup de glycérol dans la cellule. Et donc, ce qu'ils ont regardé aussi, c'est si on fait cette même surexpression ou inactivation dans une souche qui est aussi délétée pour GPP1 et GPP2, donc on bloque le passage du glycérol 3-phosphate vers le glycérol. Ils ont eu effectivement une augmentation de l'activité, donc ils ont réussi vraiment à augmenter cette activité. Ils ont une augmentation du pool de glycérol 3-phosphate, mais par contre, il n'y a aucun effet chez Cerevisiae sur l'accumulation de lipides. Donc, ils arrivent à augmenter le pool de glycérol 3-phosphate, mais par contre, d'un autre côté, le pool d'acétyl-CoA l'acétyl-CoA n'augmente pas et donc on n'arrive pas à synthétiser des lipides. Par contre, qu'en est-il chez Yarovia? Donc, pour le gène GUT2, on a effectivement un seul gène. Pour le gène GPD1, on n'a qu'un seul gène chez Yarovia, alors qu'il y en a deux chez Cerevisiae. Il y a de nombreux gènes pour ces voies-là. Donc, en fin de compte, ça veut dire que cette voie-là est sûrement majoritaire chez Yarovia. Mais le point le plus important, c'est qu'en fin de compte, on n'a pas la voie réverse, c'est-à-dire du glycérol 3-phosphate vers le glycérol. Donc, Yarovia n'est pas capable de faire de glycérol. Et donc, forcément, si elle surexprime et surproduit du glycérol, on va aller tirer la réaction et la voie métabolique vers la synthèse de triglycérides. Donc, elle a un seul gène GPD, très grande expansion de la famille de la glycérol déshydrogénase, et donc passage par cette voie-là pour faire du glycérol ou l'utilisation du glycérol. Donc, je vous ai parlé de la souche qui est inactivée pour GUT2 ou inactivée pour la bêta-oxydation. Et ben, dans ces différents contextes, on a essayé de regarder plus seulement l'effet sur la synthèse de triglycérides en surexprimant GPD1, mais on a essayé aussi de regarder par métabolomique
les poules de glycérol et de glycérol 3-phosphate, et aussi des intermédiaires comme le malate, le citrate et le succinate. Comme je vous ai dit, le citrate ça sert à faire l'acétyl-CoA qui va servir à faire les acides gras. Et donc on voit que dans certains contextes, on augmente la quantité de glycérol 3-phosphate, sauf dans la dernière souche, mais je vous expliquerai pourquoi. Et par contre, dans le sens inverse, on a une diminution du pool de glycérol. Et on a une diminution aussi du citrate. Donc effectivement, le citrate va plus vite pour aller produire de l'acétyl-CoA, pour faire des synthèses de triglycérides. Et donc vous voyez que si on surexprime dans une souche sauvage ou dans une souche delta-GUT2, on n'a pas beaucoup d'effet sur l'accumulation de lipides. Par contre, si on couple ça avec la délétion et la bêta-oxydation, c'est donc si on couple la suraccumulation de glycérol et l'absence de dégradation, et bien là, on obtient une très forte augmentation d'accumulation de lipides. Donc là, vous pouvez observer les quelques gouttelettes lipidiques qu'on a dans les souches sauvages ou delta-pox, et la quantité de lipides. Et cette souche-là, vous voyez, elle est 80% de lipides, 75-80, presque 80% de lipides dans la cellule. Mais si on analyse la composition lipidique à l'intérieur de la cellule, qu'est-ce qu'on remarque? En blanc, c'est les acides gras libres, en noir, c'est les triglycérides. Donc, effectivement, on a augmenté la quantité de triglycérides, mais aussi on a quand même une très forte quantité d'acides gras libres dans la cellule. Alors, pourquoi on a ça? Et on a dû faire une analyse transcriptomique, regarder l'expression des gènes dans ces conditions-là. Et qu'est-ce qu'on a observé? DGA1, si je vous rappelle, c'est celui qui est ici, au niveau de cette étape de la synthèse des triglycérides. On surexprime GPD, on a aussi une surexpression de DGA1. Donc ça veut dire que l'augmentation du pool glycérol 3-phosphate va aussi intervenir pour la régulation de la voie de synthèse et va l'augmenter. Donc c'est pour ça qu'on a une augmentation de l'accumulation de lipides. Mais qu'est-ce qu'on voit aussi? C'est que dans certaines souches, dès qu'on a délété POX, la bêta-oxydation, donc lorsque la bêta-oxydation est perturbée, on a une augmentation des enzymes, induction des enzymes TGL3 et TGL4. Et comme je vous l'ai dit tout à l'heure, TGL3 et TGL4 est impliqué dans la remobilisation. Ce qui explique, en fin de compte, on augmente la synthèse de triglycérides, mais aussi on induit la remobilisation et la synthèse, le clivage des triglycérides. Donc on a créé un cycle de synthèse et de dégradation, mais ce qui explique la quantité d'acides gras libres dans la cellule plus importante. Donc je vous ai montré un petit peu quelques étapes clés dans la synthèse de triglycérides par la levure, et on veut tirer parti de la diversité génétique entre les souches. Et donc, on s'est intéressé au clade Yarovia lipolytica. Donc, c'est des levures oléagineuses très proches. Et donc, vous avez le clade Yarovia lipolytica qui est sensu stricto, avec autour de 95% d'identité. Et les Yarovia sensus lato, le niveau d'identité est plus faible. Et là, c'est pour essayer de comprendre comment l'évolution métabolique et lipidique a évolué entre les différentes souches d'environnements très variables. Donc là, vous avez Yarovia lipolytica, notre souche sauvage a été isolée des égouts de Paris. Mais Yakushi mensis, l'intestin de termite, donc c'est quand même un environnement complètement différent. Vous avez déformance qui est sous les ongles d'un patient, Gali qui est sur le foie de poulet, du yaourt, l'eau de mer, c'est-à-dire que c'est des souches marines qu'on trouve aussi sur des zones de pollution marine par le pétrole, la peau de vache, le jambon ou la larve. Et donc on voit déjà tout de suite
par un premier test très facile d'hydrolyse de la tributyrine, des grosses différences de physiologie de croissance sur substrat hydroforme. Vous voyez le halo de Faniensis qui est beaucoup plus important. Mais par contre, vous pouvez voir qu'Alimentaria pousse très efficacement sur lipides, mais produit peu de halo d'hydrolyse. Donc on a entrepris une analyse de génomique comparée du métabolisme lipidique dans le clade Yarovia. Alors c'est pour vous montrer qu'en fin de compte, il y a une plasticité des voies métaboliques liées aux lipides dans les souches. Donc je vous rappelle la bêta-oxydation avec les 6 gènes POX au niveau de l'acétyl-CoA-oxydase. Donc vous avez dans le clade, la souche, donc chez Yarovia, il y a 6 gènes. Chez Yarovia Gali, qui est du sensus stricto, vous voyez que le niveau d'homologie est très élevé, de 94 à 98 pour le gène POX, mais très conservé pour l'enzyme multifonctionnelle et pour la thiolase. Chez la levure Yaga, on retrouve exactement les 6 gènes. Qu'en est-il d'une levure qui est plus éloignée, comme YAF, Faniensis? Eh bien, vous voyez qu'en fin de compte, cette levure, elle a gagné, dupliqué le gène POX5, elle a perdu le gène POX4, et par contre, elle a conservé une copie de chaque gène. Donc vous voyez qu'en fin de compte, on peut avoir perte ou gain de nouveaux gènes en fonction des souches. Donc pour un peu résumer le travail, on commence à caractériser les enzymes clés impliquées dans certaines étapes enzymatiques, comme la dégradation, la synthèse, le stockage. Donc on commence à avoir une bonne idée des étapes clés, comme le pool glycérol 3-phosphate, l'étape clé qui est le passage du diglycéride au triglycéride. On a pu obtenir une caractérisation des enzymes de Yarovia lipolytica pour la modification des acides gras. Donc on a caractérisé des enzymes qui permettent d'introduire des hydroxylations, des déshydrogénations, des désaturases, des époxys. On a pu effectivement rediriger le flux vers la synthèse de triglycérides ou vers la dégradation partielle vers la bêta-oxydation, par exemple pour produire des bioplastiques. Donc je n'avais pas eu le temps de vous en parler aujourd'hui, mais on peut dévier la bêta-oxydation pour faire des bioplastiques dégradables. Et donc on a pu regarder aussi l'évolution du métabolisme lipidique au sein du clade Yarovia lipolytica. Les défis et les connaissances à acquérir, c'est de caractériser les enzymes qui sont impliquées dans le transport de certains de ces substrats. Je vais essayer de vous faire montrer qu'en fin de compte, on a la dégradation dans les peroxysomes, on a une dégradation partielle dans la mitochondrie et la régénération de l'énergie. On a le stockage dans les corps lipidiques, qui est notre compartiment, et certaines modifications des acides gras se fait dans le réticulum endoplasmique. Donc il y a tout un système de transport dans les différents compartiments, et ça, pour le moment, on ne connaît pas grand-chose sur les systèmes, et notamment aussi sur le système d'entrée, les protrusions, et comment ces acides gras rentrent dans la cellule. Un autre défi aussi, c'est de comprendre il y a encore des étapes clés qu'on n'a pas compris. Il y a certaines levures qui peuvent accumuler 70% de lipides et Yarovia que 40%, même si on arrive déjà à l'augmenter un petit peu. Donc il y a d'autres nœuds clés métaboliques qu'on n'a pas encore identifiés et qu'on aimerait bien identifier. Après, il y a aussi, on veut compléter l'évolution du métabolisme lipidique, l'évolution au sein du clade de Yarovia. Donc là, je vous ai parlé de l'expansion et réduction des gènes POX. Mais pour les lipases, c'est encore pareil. On a une expansion de certaines lipases dans certaines souches et une perte pratiquement de beaucoup de lipases dans d'autres souches. Et pareil pour l'environnement, pour les protéases, on a des souches qui ont 2 ou 3 fois plus de protéases que d'autres. Donc on peut relier l'environnement de la croissance de ces souches par rapport
au set du génome de ces levures. Mais on a quand même un défi dans cette connaissance, l'acquisition de connaissances, c'est la relation structure-fonction des enzymes, et je dirais même structure-fonction-environnement. Parce que certains enzymes qui vont modifier ces acides gras, et moi il y a le cas que je ne vous ai pas présenté, mais l'époxydhydrolase, ont une spécificité d'acides gras pour une certaine longueur de chaîne dans un organisme, et si on le met dans un autre organisme, elles vont avoir perdu cette spécificité. Donc l'enzyme va faire une désaturation, donc introduire une double liaison dans un organisme, et dans un autre, ça va mettre un hydroxy, elle va s'arrêter là. Et en fin de compte, il y a des petits changements de conformation en fonction de l'environnement, sûrement membranaire, qui fait qu'elles ont changé de spécificité. Et donc ça, c'est difficile de le savoir et de le comprendre. Et aussi, l'identité, par exemple, pour les POX, les gènes POX, l'homologie, l'identité entre les gènes, les protéines sont très importantes. Et pourtant, elles ont des spécificités très variables. Et la séquence ne nous permet pas de déduire la spécificité. On ne peut pas, d'après la séquence, dire ça c'est une acyle-CoA oxydase pour les chaînes courtes et celle-ci pour les chaînes longues. Donc ça, c'est encore des spécificités des enzymes vis-à-vis des acides gras. Et le type d'acide gras, on n'a pas encore les connaissances et c'est un grand défi à essayer d'obtenir. Et aussi le mécanisme de régulation. Donc je vous ai montré qu'en fin de compte, la bêta-oxydation, les poules de G3P et tout ça permet de moduler la concentration des acides gras, l'accumulation et la remobilisation. Et vous avez vu que les gènes de voie de synthèse ou la voie de remobilisation sont induits. Donc, comment la cellule arrive à maintenir son homéostasie lipidique, je dirais, comment elle arrive sans qu'elle puisse mourir, quoi, pour éviter sa mort, comment elle arrive à réguler la synthèse, la remobilisation et la compartimentation des lipides dans les cellules. Je voudrais terminer ainsi. Merci.